Mon fils de 6 ans avait construit une cabane dans les arbres avec son grand-père. Nous nous sommes réveillés un matin et elle avait disparu, découpée à la tronçonneuse. C'était dangereux et cela bloquait notre vue, a dit ma femme. Je n'ai pas dit un mot. J'ai conduit à 2 villes plus loin, j'ai récupéré quelque chose et j'ai attendu la nuit. Le lendemain matin, elle est devenue pâle. Thomas Mercier avait bâti sa vie sur 3 principes, la loyauté, le travail acharné et la famille. À 42 ans, il était propriétaire des Constructions Mercier, une entreprise de taille moyenne qui avait traversé 3 récessions grâce à une détermination sans faille et à un savoir-faire de qualité. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'un homme qui avait commencé à manier le marteau à 16 ans et n'avait jamais cessé de bâtir. La maison de la rue des Érables était son chef-d'œuvre, une coloniale construite sur mesure qu'il avait édifiée pour sa famille 12 ans auparavant. Chaque poutre, chaque joint, chaque détail reflétait sa nature perfectionniste. C'est là qu'il avait élevé son fils, Théo, maintenant âgé de 6 ans, avec les yeux verts espiègles de son grand-père et le caractère têtu de son père. L'épouse de Thomas, Brigitte, avait été la reine de l'immobilier de la ville lorsqu'ils s'étaient rencontrés 15 ans plus tôt. Éblouissante, ambitieuse et affûtée comme une lame, elle concluait plus d'affaires que n'importe quel agent du comté. Ses cheveux blonds et son sourire professionnel pouvaient vendre de la glace aux Inuits. Mais dernièrement, ce sourire semblait réservé à tout le monde, sauf à son mari. Théo déboula par la porte d'entrée ce mardi après-midi, son sac à dos flottant derrière lui comme une cape. Papa. Papa. Grand-père François dit qu'on peut construire une vraie cabane dans les arbres ce week-end. Le père de Thomas, François Mercier, suivit, avec l'allure mesurée d'un charpentier de 70 ans qui avait tout appris à son fils sur la construction. Le garçon me harcèle depuis des semaines à propos de ce vieux chêne dans votre jardin. Je me dis qu'il est temps de lui apprendre le vrai travail du bois. Brigitte leva les yeux de son téléphone où elle tapait furieusement depuis 1 heure. Une cabane dans les arbres dans notre jardin, Thomas? Cet arbre est visible depuis la fenêtre de la cuisine. Je ne veux pas qu'un projet de construction amateur ruine la vue. Ce ne sera pas amateur, dit François doucement, son visage buriné se durcissant. Je construis des choses depuis avant ta naissance, petite. Je ne voulais pas. Commença Brigitte, mais Thomas la coupa. Ce sera parfait, Brigitte. Papa et Théo ont besoin d'un projet ensemble, et Théo le demande depuis des mois. Ce week-end-là, 3 générations d'hommes Mercier travaillèrent côte à côte. François montra à Théo comment mesurer 2 fois et couper 1 fois, tandis que Thomas s'occupait de la construction plus lourde. Ils bâtirent un chef-d'œuvre. Pas une cabane bricolée, mais une structure solide avec de vraies fenêtres, un toit de bardeaux et une échelle de corde que Théo avait insisté pour avoir. C'est le plus beau jour de ma vie, annonça Théo depuis son nouveau perchoir, à 4,5 mètres de hauteur dans le vieux chêne. Thomas sourit, regardant son père ébouriffer les cheveux de Théo. Ce sont ces moments qui comptaient. Pas les soirées de plus en plus tardives de Brigitte à des réunions avec des clients, pas son intérêt soudain pour des cours de yoga qui semblaient durer bien au-delà de 21 heures, et certainement pas la façon dont elle gardait son téléphone comme des secrets d'État. Mais cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur la véranda arrière, admirant leur travail, Brigitte resta silencieuse. Sa mâchoire était serrée de cette manière particulière qui annonçait des problèmes. Thomas se réveilla au son des tronçonneuses. L'horloge numérique affichait 7h23 et, devant la fenêtre de leur chambre, le rugissement mécanique de la destruction emplissait l'air du matin. Il trébucha vers la fenêtre et sentit son monde basculer. La cabane dans les arbres. 3 jours de travail artisanal méticuleux, l'expertise de son père, la joie pure de son fils, gisaient en morceaux autour de la base du chêne. 2 hommes en gilet orange découpaient méthodiquement la belle structure en morceaux, tandis qu'un 3e chargeait les débris dans un camion. Qu'est-ce que... Thomas attrapa son jean et courut en bas. Mais Brigitte était déjà dans la cuisine, entièrement habillée et tenant une tasse de café fumante comme si elle était debout depuis des heures. Théo se tenait à la porte coulissante en verre, en pyjama, les larmes coulant sur son visage. « Papa, il casse ma cabane. » Thomas déboula par la porte. Arrêtez de couper. L'homme à la tronçonneuse l'éteignit et retira son masque de sécurité. Désolé, monsieur. Nous avons reçu nos ordres de la dame de la maison. Infraction à la sécurité, a-t-elle dit, bloquant la vue sur la propriété. Je suis le propriétaire de cette propriété, dit Thomas, sa voix mortellement calme. Qui vous a engagé? Comme j'ai dit, la dame. Je les ai engagés,
Brigitte l'avait suivi dehors, le menton levé d'un air de défi. C'était dangereux et cela bloquait notre vue. J'ai pris la décision. Thomas fixa sa femme, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Tu as détruit la cabane de notre fils. Pendant que nous dormions. Théo s'en remettra. Et le petit projet de ton père bloquait la fenêtre de la cuisine. Sais-tu comment cela affecte la valeur de la propriété? Les sanglots de Théo s'intensifièrent. François apparut à la grille arrière, ayant entendu le vacarme depuis son appartement au-dessus de l'atelier de Thomas. Au nom de Dieu! François examina la destruction, son visage devenant blanc, puis rouge. Brigitte, tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. C'est ma maison aussi. Et je ne supporterai pas une quelconque bâtisse délabrée. Délabrée? La voix de François était dangereusement calme. Je construis depuis 50 ans, petite. Cette cabane était aussi solide que n'importe quelle structure sur cette propriété. Eh bien, maintenant elle est partie, dit Brigitte d'un ton monocorde. Et Théo doit apprendre que le monde ne tourne pas autour de ses petits caprices. Thomas resta figé, regardant son fils pleurer sur les restes éparpillés de 3 jours parfaits. Quelque chose en lui se brisa, non pas en colère, mais en une clarté cristalline. Il ne s'agissait pas d'une cabane dans les arbres. Il s'agissait de respect, de famille, du démantèlement systématique de tout ce qu'il avait construit. Et tandis qu'il regardait Brigitte vérifier son téléphone à nouveau, il réalisa que cela concernait probablement bien plus que ce qu'il avait été prêt à admettre. « Quittez ma propriété », dit-il à l'équipe de travail. « Maintenant. » « Mais nous n'avons pas fini. »« Maintenant. » Alors que les camions s'éloignaient, Thomas s'agenouilla aux côtés de son fils. « On en construira une autre, mon pote. Encore meilleure. » Mais Théo secoua juste la tête. « Maman la coupera encore. » Thomas regarda son père, puis sa femme, qui retournait déjà à l'intérieur. « Non, dit-il doucement. Elle ne le fera pas. » Thomas ne dit pas un mot sur la cabane dans les arbres pour le reste de la journée. Il aida Théo à ramasser quelques morceaux intacts en guise de souvenir, déjeuna avec François et vaqua à sa routine habituelle. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de façon permanente. Ce soir-là, alors que Brigitte se préparait pour un autre dîner avec un client, Thomas prit une décision. « Je serai en retard ce soir aussi », annonça-t-il. « Je dois vérifier le projet Henderson. » Brigitte leva à peine les yeux du miroir. « Bien. Théo a déjà mangé. » Thomas embrassa son fils pour la bonne nuit et attendit. À 19h30, Brigitte partit dans sa BMW argentée. À 20h, Thomas monta dans son camion. Il avait construit la moitié des maisons de cette ville. Il connaissait chaque rue, chaque arrière-chemin, chaque parking. Suivre Brigitte fut plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Le restaurant du pain argenté était exactement le genre d'endroit chic que Brigitte aimait, éclairage tamisé, vin cher et une atmosphère qui criait l'affaire à quiconque avait des yeux. Thomas se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 20h45, une Mercedes noire s'arrêta. Thomas reconnut immédiatement le conducteur, David Hébert, le promoteur vedette qui essayait de racheter les entrepreneurs locaux depuis 2 ans. Costume impeccable, dents parfaites et le genre d'arrogance qui vient de l'argent hérité. Thomas regarda à travers les baies vitrées du restaurant tandis que Brigitte et David partageaient une conversation intime, se tenaient la main à travers la table et agissaient comme des amants qui étaient ensemble depuis des mois. Son téléphone vibra. Un SMS de Brigitte, dîner client qui s'éternise. Ne m'attends pas. Thomas resta dans son camion pendant une autre heure, regardant sa femme rire aux blagues d'un autre homme, lui toucher tendrement le visage et l'embrasser pour lui dire au revoir sur le parking. Il suivit la Mercedes de David jusqu'à l'hôtel Bellevue, l'endroit le plus cher de la ville. Il les regarda disparaître ensemble dans l'ascenseur. Thomas rentra chez lui en silence, son esprit travaillant sur des calculs. Pas des calculs émotionnels. Cela était fait. Maintenant, il réfléchissait comme l'entrepreneur qu'il avait toujours été, planifier, mesurer, construire quelque chose qui durerait. Théo dormait quand il rentra. Thomas resta longtemps devant la porte de la chambre de son fils, pensant aux cabanes dans les arbres, à la confiance et au type de leçon qui forge le caractère d'un homme. Puis il alla dans son bureau et commença à passer des appels. Le premier fut pour Henri Dubois, son avocat et plus vieil ami. Le deuxième fut pour Marc Dubois, un détective privé qui avait travaillé pour plusieurs des clients de Thomas lors de divorces compliqués.
Le troisième fut pour son frère Daniel, qui vivait 2 villes plus loin et devait à Thomas plus de services qu'il ne pouvait en compter. À minuit, Thomas avait un plan. Il ne s'agissait pas de se venger. Il s'agissait d'une reconstruction totale. D'abord la démolition, puis la construction de quelque chose de meilleur, à partir de zéro. Certaines structures pouvaient être réparées. D'autres devaient être complètement démolies. Thomas avait appris à faire la différence. 3 semaines plus tard, le plan de Thomas prenait forme comme la fondation d'un gratte-ciel, invisible pour la plupart, mais absolument crucial pour tout ce qui allait suivre. David Hébert avait un problème qu'il ne connaissait pas encore. Son entreprise de développement, Hébert Immobilier, avait négligé les permis environnementaux pour son dernier projet, un complexe de condos de luxe sur l'ancienne ferme du Val. Thomas avait bâti des relations municipales sur 20 ans, et quelques conversations discrètes avec les bonnes personnes avaient révélé que les permis de David étaient basés sur des tests de sol frauduleux. Marc Dubois avait fourni la documentation. Henri Dubois avait confirmé que lorsque les violations seraient révélées, David ferait face non seulement à de lourdes amendes, mais aussi à d'éventuelles poursuites pénales pour fraude environnementale. Mais Thomas n'était pas encore prêt à passer à l'acte. C'était son option nucléaire. La phase 1 était beaucoup plus personnelle. Thomas avait acheté quelque chose de très spécifique à Daniel, 2 villes plus loin, un système de sécurité complet, de qualité industrielle, avec des caméras plus petites que des balles de golf et un équipement d'enregistrement capable de capter des conversations à 50 mètres de distance. Le vendredi soir, alors que Brigitte était à un autre dîner avec un client et que Théo était en pyjama chez son ami Jacques, Thomas installa son réseau de surveillance. Pas seulement dans sa maison, il était entrepreneur, après tout, il avait des raisons légitimes de se trouver sur des chantiers de construction partout en ville, y compris l'immeuble de bureau où Hébert Immobilier, l'entreprise de David, avait son siège. Le dimanche soir, Thomas avait suffisamment de preuves audio et vidéo pour détruire leur réputation et leur carrière. Mais il n'était toujours pas prêt. Le lundi matin apporta le premier test de sa patience. « Thomas, il faut qu'on parle », annonça Brigitte au petit déjeuner. Sa voix portait cette fausse préoccupation qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. À propos du comportement de Théo. Depuis l'incident de la cabane dans les arbres, il a été irrespectueux et de mauvaise humeur. Je pense qu'il a besoin d'un suivi psychologique. Thomas regarda son fils, qui mangeait tranquillement ses céréales, essayant de devenir invisible. Théo n'avait pas été de mauvaise humeur. Il avait été le cœur brisé et confus. Mais dans le monde de Brigitte, les émotions gênantes étaient des problèmes à résoudre, de préférence par quelqu'un d'autre. Il a 6 ans, Brigitte. Sa cabane a été détruite. Il a le droit d'être en colère. Il doit apprendre que la vie ne va pas toujours dans son sens. Et franchement, je pense que l'influence de ton père n'aide pas. Toutes ces bêtises têtues et démodées sur le savoir-faire et la tradition. Thomas posa sa tasse de café très soigneusement. Qu'est-ce que tu suggères ? Peut-être que François ne devrait pas passer autant de temps avec Théo. Du moins, jusqu'à ce que Théo apprenne à mieux accepter la déception. La pièce devint silencieuse. La cuillère de Théo s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Tu veux couper Théo de son grand-père » dit Thomas lentement. « Parce qu'il était triste que tu aies détruit quelque chose qu'ils avaient construit ensemble. Je veux que Théo développe une résilience émotionnelle au lieu de s'attarder sur. Sors. » Brigitte cligna des yeux. Pardon ? Sors de cette cuisine. Sors de ma vue avant que je ne dise quelque chose que je ne pourrai pas retirer. Pour la première fois depuis des mois, Brigitte parut réellement surprise. Thomas ne lui avait jamais parlé ainsi. Il avait toujours été l'artisan de la paix, le calme, l'homme qui trouvait des compromis. Cet homme avait disparu. Après le départ de Brigitte pour le travail, Thomas s'agenouilla à côté de la chaise de Théo. « Ça va, mon pote ?» Théo hocha la tête, mais ses yeux étaient trop sérieux pour un enfant de 6 ans. « Est-ce que toi et maman allaient divorcer ?» La question frappa Thomas comme un coup de marteau. Les enfants voyaient tout, comprenaient plus que les adultes ne voulaient le croire. « Je ne sais pas encore, » dit Thomas honnêtement. « Mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours moi et grand-père François. Cela ne changera jamais. Promis. Promis. » Cet après-midi-là, Thomas passa un autre appel. Cette fois à la juge Patricia Lefebvre, une vieille amie de la famille qui connaissait Thomas depuis qu'il avait l'âge de Théo. « Patricia, j'ai besoin de conseils sur les lois de la garde. » David Hébert était nerveux.
Thomas pouvait le dire d'après les images de surveillance que Marc avait tirées des caméras de l'immeuble de bureau. David avait vérifié son téléphone de manière obsessionnelle, quitté le travail tôt et avait des conversations à voix basse avec son partenaire commercial au sujet de problèmes de délai sur le projet de la ferme Duval. Quelqu'un avait posé des questions sur leur permis. David ne savait pas qui, mais il était assez intelligent pour être inquiet. Bien. Le plan de Thomas fonctionnait comme une machine bien huilée. Chaque pièce soutenait les autres, et chaque mouvement créait une pression exactement aux bons endroits. La pression sur Brigitte était plus subtile, mais tout aussi efficace. Thomas avait cessé de se disputer avec elle. Il avait cessé d'essayer de sauver leur mariage. Il était devenu poliment distant, comme un entrepreneur qui traite avec un client difficile qui ne vaut pas la peine. Elle détestait ça. « Tu es bizarre ces derniers temps », dit-elle le jeudi soir alors qu'ils se tenaient dans leur cuisine, l'espace ressemblant à une zone démilitarisée entre deux armées. « Ah oui ? Froid, distant, comme si tu n'étais même pas là. » Thomas continua de faire la vaisselle, ses mouvements mécaniques et efficaces. « Je suis là. Et toi ?» Brigitte s'approcha, utilisant la voix qui fonctionnait autrefois sur lui. Douce, vulnérable, conçue pour lui faire sentir qu'il était le méchant d'être contrarié. Parce qu'on dirait que tu t'es éloigné depuis cette stupide histoire de cabane dans les arbres. La cabane n'était pas stupide pour Théo. Théo a 6 ans. Il l'oubliera dans un mois. Thomas se tourna pour lui faire face, son expression complètement neutre. Vraiment ? Quelque chose dans son ton fit reculer Brigitte. Pendant 15 ans, elle avait pu lire Thomas comme un livre ouvert. Maintenant, elle regardait un étranger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Je me demandais juste ce que Théo pourrait d'autre se souvenir quand il sera plus grand. Le visage de Brigitte pâlit, puis rougit. Si tu as quelque chose à me dire, Thomas, dis-le. Je n'ai rien à dire, Brigitte. Les actions parlent plus fort que les mots, n'est-ce pas ? C'est ce que tu as appris à Théo quand tu as fait couper sa cabane. Thomas raccrocha le torchon et se dirigea vers la porte. Où vas-tu ? Vérifier un chantier. C'était techniquement vrai. Thomas allait vérifier l'immeuble de bureau de David Hébert, où Marc avait installé des équipements de surveillance supplémentaires cet après-midi-là. Demain, ils auraient suffisamment de preuves de fraude environnementale pour enterrer définitivement l'entreprise de David. Mais Thomas n'était toujours pas prêt à les utiliser. Il construisait quelque chose de plus grand. Le vendredi après-midi, François se présenta au bureau de Thomas avec une nouvelle qui changea tout. Théo pose des questions, dit le vieil homme en s'installant sur la chaise en face du bureau de Thomas. Quel genre de questions ? À propos de pourquoi sa mère n'aime pas les choses qu'on construit ensemble. À propos de pourquoi elle se met en colère quand il parle de menuiserie. À propos de savoir si elle l'aime. Thomas sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Que certaines personnes ne comprennent pas la valeur de fabriquer des choses de ses propres mains. Que certaines personnes se soucient plus de l'apparence des choses que de ce qu'elles ressentent. François fit une pause. Mais il a 6 ans, Thomas. Il a commencé à penser que c'était sa faute. Cette nuit-là, Thomas trouva Théo dans sa chambre, assis près de la fenêtre qui donnait autrefois sur sa cabane dans les arbres. « Eh, mon pote. Grand-père François dit que tu as posé de grandes questions. » Théo haussa les épaules, sans se retourner. « Maman ne m'aime pas beaucoup, n'est-ce pas ? » La question frappa Thomas comme un coup physique. « Pourquoi penses-tu ça ? Elle casse mes affaires. Elle ne veut pas passer de temps avec grand-père. Elle se met en colère quand je suis triste. » Théo regarda enfin son père. « J'ai fait quelque chose de mal ? » Thomas s'assit sur le lit et serra son fils contre lui. « Non, Théo, tu n'as rien fait de mal. Parfois, les adultes font de mauvais choix et parfois, ces choix blessent des gens qui ne le méritent pas, comme quand maman a coupé ma cabane. Comme quand maman a coupé ta cabane. » Ils restèrent en silence un moment, observant l'espace vide où les rêves de Théo pendaient autrefois aux branches du vieux chêne. « Papa ? » Oui, mon pote ? Quand tu construiras une nouvelle cabane, on pourra la construire quelque part où maman ne pourra pas la trouver. Thomas ferma les yeux, sentant les dernières de ses retenues s'effondrer. Oui, mon pote. On peut faire ça. Cette nuit-là, Thomas passa 2 autres appels. Le premier fut à Henri Dubois. Henri, je veux que tu déposes les papiers de divorce. Garde complète.
J'en ai fini. Le deuxième fut à Marc Dubois. Marc, demain matin, je veux que tu livres tout ce que nous avons sur David Hébert à l'Agence de protection de l'environnement, au procureur du comté et au journal local. Tout. Tu es sûr, Thomas? Une fois que nous faisons ça, il n'y a plus de retour en arrière. Thomas regarda par sa fenêtre l'arbre de chêne vide, pensant au cœur brisé de son fils et à la fierté blessée de son père. Il n'y a déjà plus de retour en arrière. Le samedi matin arriva, gris et froid, correspondant parfaitement à l'humeur de Thomas. Brigitte était partie tôt pour une visite que Thomas savait être en réalité un autre rendez-vous à l'hôtel avec David. Elle serait absente pendant des heures, donnant à Thomas le temps pour la conversation la plus importante de sa vie. Théo était assis à la table de la cuisine, travaillant sur un avion miniature que François lui avait apporté, quelque chose pour occuper ses mains pendant que son cœur guérissait. « Théo, il faut qu'on parle de choses d'adultes. » Son fils leva les yeux, avec ses yeux verts sérieux qui avaient trop vu ces derniers temps. « Maman et toi, vous allez divorcer? » Oui. Thomas avait opté pour une honnêteté totale. Théo méritait cela. « C'est à cause de ma cabane? » Non, mon pote. C'est parce que ta maman et moi voulons des choses différentes maintenant. Et nous ne pouvons plus nous rendre heureux mutuellement. Théo traita cela avec l'intelligence effrayante d'un enfant qui avait attentivement observé les adultes. Où est-ce que je vais vivre? Avec moi et grand-père François. Dans cette maison. Rien d'autre n'a à changer pour toi. Et maman? Thomas choisit ses mots avec soin. Ta maman va aller vivre ailleurs. Tu la verras encore parfois, mais ce sera ta maison. Théo hocha lentement la tête. Elle sera fâchée? Probablement, mais ce n'est pas à toi de t'en soucier. C'est mon problème. À exactement 10h47, le téléphone de Thomas sonna. Le nom de David Hébert apparut sur l'afficheur. Thomas décrocha au 4e bip. Construction Mercier. Thomas, c'est David. Il faut qu'on parle, tout de suite. De quoi? Tu sais très bien de quoi. L'EPA était dans mon bureau il y a une heure avec des mandats de perquisition. Quelqu'un leur a donné des informations sur le projet de la ferme du Val. Thomas garda sa voix neutre. C'est regrettable. Arrête, Thomas. Je sais que c'est toi. Je ne suis pas sûr de ce dont tu parles, David. Bien sûr que si. Tu penses que je ne suis pas au courant de tes petits jeux de surveillance? Tu penses que je ne sais pas que tu suis Brigitte? Thomas sourit pour la première fois depuis des semaines. David paniquait, faisait des erreurs, admettait des choses qu'il ne devrait pas admettre. David, si tu appelles pour avouer une fraude environnementale, tu devrais probablement parler à ton avocat plutôt qu'à moi. Écoute-moi très attentivement, petite ordure de province. Si tu ne recules pas, je te détruirai. J'ai des connexions que tu ne peux imaginer. Je peux ruiner ton entreprise. Prendre ta maison. M'assurer que tu ne travailleras plus jamais dans la construction. Tu me menaces, David? Je te le promets. Thomas regarda Théo, qui faisait semblant de se concentrer sur son modèle mais écoutait clairement chaque mot. Voici ma promesse, David, ce soir, tout le monde en ville saura exactement quel genre d'homme tu es. Ton entreprise est finie. Ta réputation est ruinée, et ta relation avec ma femme est sur le point de vous coûter très cher à tous les deux. Thomas raccrocha et appela immédiatement Marc. Exécute la phase 2. La phase 2 était belle dans sa simplicité. Pendant que David ferait face aux enquêteurs fédéraux et aux avocats environnementaux, Brigitte ferait face à un autre type d'exposition. Marc avait tout compilé, photos de David et Brigitte entrant dans des hôtels, enregistrements audio de leurs conversations intimes, dossiers financiers montrant que David avait payé les dîners clients et les virées shopping de Brigitte. À midi, des copies seraient livrées au bureau immobilier de Brigitte, aux partenaires commerciaux de David et à des membres choisis de leur cercle social, la foule du country club qui traitait la réputation comme une monnaie. Mais le chef-d'œuvre de Thomas était plus simple et plus dévastateur que n'importe quelle séquence de surveillance. À 13h15, pendant que Théo faisait la sieste, Thomas se rendit au cimetière où sa mère, Marguerite Mercier, était enterrée. Il resta devant la tombe de Marguerite Mercier pendant 20 minutes, lui parlant comme il l'avait fait enfant, quand la vie devenait compliquée. Je suis sur le point de faire quelque chose que tu n'approuverais peut-être pas, maman, mais je pense que tu comprendrais pourquoi. Puis il se rendit chez le fleuriste de la rue principale et acheta 2 douzaines de roses blanches, les préférées de Brigitte. À 14h30, il arriva à l'hôtel Bellevue.
L'employée de la réception, une jeune femme nommée Amélie, dont le père avait construit la maison de sa famille, sourit en voyant Thomas. « Monsieur Mercier, comment puis-je vous aider ? J'ai besoin de faire une surprise à ma femme. Elle est ici avec un client et je voulais lui envoyer ça dans sa chambre. » L'expression d'Amélie hésita légèrement. Elle travaillait à l'hôtel depuis assez longtemps pour reconnaître le stratagème. Mais la réputation de Thomas en ville était excellente. Si Thomas Mercier disait que sa femme était en affaires, alors c'était le cas. Bien sûr. Quelle chambre ? Je ne suis pas sûr. Le nom de son client est David Hébert. Amélie vérifia son ordinateur. Chambre 412. Dois-je appeler d'abord ? Non. Je veux que ce soit une surprise. Pourriez-vous les lui apporter vous-même ? Dites-lui qu'elles viennent de son mari aimant. Thomas tendit à Amélie une carte avec les fleurs. Dessus, il avait écrit « Merci de me montrer qui tu es vraiment. » Thomas. Il quitta l'hôtel et se rendit à l'appartement de son père, où Théo était maintenant réveillé et construisait un nouveau modèle avec François. À 15h45, le téléphone de Thomas explosa d'appels et de SMS de Brigitte. Il ne répondit à aucun d'eux. À 16h20, elle rentra à la maison. Brigitte déboula par la porte d'entrée comme un ouragan, le visage rougi par la rage et la panique. Thomas était assis calmement à la table de la cuisine, lisant des plans pour un nouveau projet, tandis que Théo jouait dans le salon. « Comment oses-tu » hurla-t-elle, agitant les roses blanches comme des armes. « Comment oses-tu m'humilier comme ça ?» Thomas leva les yeux de ses plans avec un léger intérêt. « Tu as aimé les fleurs ? Espèce de fils de... Tu as fait apporter ça à cette petite employée de l'hôtel dans la chambre de David ? Tu lui as fait croire. » « Je lui ai fait croire quoi, Brigitte ? Qu'un mari envoyait des fleurs à sa femme. » La bouche de Brigitte s'ouvrit et se ferma comme un poisson. Elle était tombée directement dans le piège et ils le savaient tous les deux. « Tu m'espionnes. Je protège ma famille. » « Ta famille ? Tu as détruit notre mariage. » Thomas se leva lentement, sa haute silhouette de 1,88 m dominant la petite silhouette de Brigitte. Pour la première fois de leur relation, il sembla réellement intimidant. « J'ai détruit notre mariage ? J'ai coupé la cabane de Théo ? Je te trompe depuis des mois. Je volais de nos comptes communs pour payer des chambres d'hôtel avec un autre homme. » Brigitte devint blanche. « Tu ne sais rien d'eux. »« Je sais tout, Brigitte. Chaque hôtel, chaque mensonge, chaque dollar que tu as dépensé, chaque conversation que tu as eue. Tout. » Thomas sortit sa main de sa poche et plaça une clé USB sur la table entre eux. Photos, enregistrements audio, dossiers financiers, suffisamment de preuves pour m'assurer d'obtenir la garde complète et que tu n'aies rien dans le divorce. Brigitte fixa la clé comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Tu ne peux pas, Thomas. On peut arranger ça. David ne signifie rien pour moi. Ce n'était que... Arrête. La voix de Thomas coupa ses mots comme une lame. Arrête de mentir. C'est fini. Thomas, s'il te plaît. Pense à Théo. Pense à notre famille. Je pense à Théo. C'est pourquoi tu pars. Le désespoir de Brigitte se transforma en fureur. Tu penses que tu peux juste me jeter dehors ? C'est ma maison aussi. J'ai des droits. Tu avais des droits. Tu les as abandonnés quand tu as choisi David plutôt que ta famille. Je vais te combattre. Je vais prendre tout ce que tu as. Thomas sourit, et l'expression était plus froide que tout ce que Brigitte n'avait jamais vu de lui. Tu vas essayer. Mais voici ce qui va se passer, tu vas faire tes valises et partir ce soir. Tu vas signer tous les papiers que Henri mettra devant toi. Et tu vas disparaître de la vie de Théo jusqu'à ce que tu aies compris comment être un être humain décent. Tu ne peux pas me séparer de mon fils. Regarde-moi faire. Théo apparut dans l'embrasure de la porte, attiré par les cris. Il paraissait petit et effrayé, serrant son avion miniature. L'expression de Thomas s'adoucit immédiatement. « Eh, mon pote, pourquoi ne vas-tu pas à l'étage jouer dans ta chambre un moment ? Les grands doivent finir de parler. » Théo regarda sa mère, puis son père. « Maman part ?» La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée d'un feu. Brigitte s'agenouilla, essayant de retrouver sa voix maternelle habituelle. « Théo, chéri, maman a juste besoin de partir un petit moment. Tu reviens. » Théo l'interrompit.
Brigitte ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment expliquer à un enfant de 6 ans qu'on a choisi une nouvelle vie qui ne l'inclut pas? Oui, bébé. Maman reviendra. Théo regarda son père. L'expression de Thomas lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Non, dit Théo d'un ton factuel. Elle n'aime plus être ici. Puis il se retourna et monta à l'étage avec l'honnêteté dévastatrice que seuls les enfants possèdent. Brigitte le regarda partir, quelque chose ressemblant à du regret vacillant sur son visage. Il me déteste. Il ne te déteste pas, dit Thomas doucement. Il te comprend juste mieux que tu ne le penses. Brigitte resta silencieuse un long moment. Quand elle parla de nouveau, sa voix était plus petite, plus sincère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Si, tu l'as voulu. Tu pensais juste que tu ne te ferais jamais prendre. Elle hocha lentement la tête, acceptant la vérité. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu fais tes valises et tu pars. David peut s'occuper de ses accusations de fraude environnementale et expliquer à sa femme pourquoi leur mariage est terminé. Et Théo et moi allons construire une nouvelle cabane dans les arbres. Thomas, je ne. Quoi que tu sois sur le point de dire, ne le dis pas. Il n'y a plus rien à dire. Brigitte regarda autour de la cuisine. La cuisine que Thomas avait construite dans la maison que Thomas avait conçue, remplie de la vie qu'ils avaient créée ensemble. Je t'ai vraiment aimé une fois, murmura-t-elle. Je sais, dit Thomas. C'est ce qui a rendu ça si difficile à regarder. 3 heures plus tard, Brigitte était partie. Elle avait fait 2 valises et laissé derrière elle 15 ans de mariage comme si elle quittait un hôtel. Théo avait regardé depuis la fenêtre de sa chambre pendant qu'elle chargeait sa BMW. Et Thomas avait regardé Théo, mémorisant chaque expression sur le visage de son fils. Elle ne reviendra vraiment pas, demanda Théo alors qu'ils se tenaient ensemble dans la cuisine maintenant silencieuse. Pas pour vivre ici? Non. Bien, dit Théo, et la finalité dans sa voix brisa le cœur de Thomas et le répara en même temps. François apparut à la porte arrière, ayant vu le départ de Brigitte depuis la fenêtre de son appartement. Comment va le garçon? Demanda-t-il doucement. Plus fort que ce à quoi je m'attendais, répondit Thomas, regardant Théo retourner à son avion miniature avec une détermination concentrée. Plus fort qu'il ne devrait l'être à 6 ans. Le lendemain matin, une nouvelle acheva la vengeance de Thomas. L'entreprise de David Hébert avait été fermée par les autorités fédérales. Les accusations de fraude environnementale n'étaient que le début. Les enquêteurs avaient trouvé des preuves d'évasion fiscale, de violation de permis et de violation de sécurité sur 5 ans. David risquait une peine de prison sérieuse. Plus important encore, l'épouse de David avait demandé le divorce et gelé tous leurs avoirs communs. L'homme qui pensait pouvoir voler la famille de Thomas était sur le point de perdre tout ce qu'il avait construit. Thomas ne ressentait aucune satisfaction de la destruction de David. Cela avait été nécessaire, mais ce n'était que de la démolition. Le vrai travail était ce qui venait ensuite. Le lundi matin, Thomas convoqua une réunion avec son contremaître Robert Moreau et sa responsable de bureau Carole Leclerc. Je réduis mes opérations pour un certain temps, annonça-t-il. Je veux me concentrer sur des projets plus petits, des travaux résidentiels, des choses qui comptent pour les familles. Robert et Carole échangèrent des regards. L'entreprise de Thomas avait connu une croissance constante, prenant des projets commerciaux plus importants. Cela semblait un pas en arrière. Patron, le projet de l'entrepôt du pont à lui seul pourrait nous rapporter pour les 2 prochaines années, dit Robert. Ça signifierait des semaines de 60 heures et des dîners manqués avec Théo. Annulez-le. Désormais, nous travaillerons des heures raisonnables et sur des projets qui construisent des communautés, pas seulement des bâtiments. Carole hocha la tête avec approbation. Elle était avec Thomas depuis 8 ans et l'avait vu manquer trop d'événements scolaires de Théo. Et le nettoyage de la ferme du Val, demanda-t-elle. Nous soumissionnerons pour cela. Nous nettoierons le désordre de David et en ferons quelque chose d'utile. Peut-être un parc. Cet après-midi-là, Thomas alla chercher Théo à l'école personnellement, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. « Papa, pourquoi es-tu là » demanda Théo, confus. « Je prends le bus. »« Plus maintenant. Désormais, je viendrai te chercher tous les jours. » Ils rentrèrent à la maison dans un silence confortable, Théo bavardant sur sa journée pendant que Thomas écoutait chaque mot. C'étaient les moments qu'il avait manqués pendant que son mariage s'effondrait, les petites victoires et défaites quotidiennes qui façonnent le monde d'un enfant. « Papa.
Oui, mon pote. On peut commencer à construire une nouvelle cabane ce week-end? Thomas sourit. Absolument. Mais cette fois, nous la construirons dans le jardin de grand-père François. Personne ne pourra la toucher là-bas. Elle sera aussi bonne que la première? Meilleure. Elle sera plus solide et durera plus longtemps. Et surtout, elle sera construite par des gens qui comprennent ce que ça signifie. Ce soir-là, le téléphone de Thomas sonna. L'afficheur affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Allô? Thomas? C'est Brigitte. L'expression de Thomas se durcit. Que veux-tu? Je voulais juste savoir comment allait Théo. Théo va bien. Il s'adapte. Puis-je lui parler? Thomas regarda vers le salon où Théo construisait un château Lego avec le genre d'intensité concentrée qu'il mettait dans tous ses projets. Non. Thomas, s'il te plaît. C'est mon fils aussi. Tu as fait ton choix, Brigitte. Tu as choisi David plutôt que Théo. Tu as choisi ta réputation plutôt que ta famille. Tu as tout choisi sauf être une mère. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Et les choix ont des conséquences. Je reste chez ma sœur à Nantes. Je vais suivre une thérapie. Je veux m'améliorer. Tant mieux pour toi. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser Théo comme motivation pour ton amélioration personnelle. Quand tu auras réellement changé, si tu changes réellement, nous parlerons de visite supervisée. Visite supervisée? Thomas, c'est ce que tu obtiens quand tu abandonnes ton enfant. Thomas raccrocha et supprima le numéro. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il bordait Théo dans son lit, son fils posa la question que Thomas craignait. Papa, maman est partie à cause de moi? Thomas s'assit sur le bord du lit et regarda directement dans les yeux de son fils. Non, Théo. Maman est partie parce qu'elle a oublié ce qui était important. Elle a oublié que la famille, c'est prendre soin les uns des autres, même quand c'est difficile. Elle a oublié que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix que tu fais chaque jour. Tu oublieras un jour? Jamais. Pas une seule fois. Promis. Promis. Alors que Thomas éteignait la lumière, la voix de Théo traversa l'obscurité. Papa, je suis content qu'elle soit partie. Thomas ferma les yeux, ressentant le poids de l'honnêteté de son fils. Je sais, mon pote. Moi aussi. 6 mois plus tard, Thomas se tenait dans le jardin de François, admirant le chef-d'œuvre qu'ils avaient créé ensemble. La nouvelle cabane dans les arbres n'était pas seulement une structure. C'était une déclaration, plus grande que la première. Construite avec une précision militaire et conçue pour durer des générations. Théo grimpa à l'échelle de corde avec la confiance d'un grimpeur né, suivi de ses 2 meilleurs amis de l'école. Le son des rires d'enfants emplissait l'espace où la colère et la trahison avaient autrefois régné. C'est parfait, papa. Cria Théo depuis la plateforme. On peut dormir ici cette nuit? On verra, répondit Thomas. Mais il planifiait déjà le voyage de camping qu'il ferait dans la forteresse aérienne de Théo. François le rejoignit au pied de l'arbre. Les 2 hommes admiraient leur travail. Tu as bien fait, fiston, dit François doucement. Avec la cabane dans les arbres, et avec tout le reste. J'avais un bon professeur. Je ne parle pas de menuiserie. Thomas comprit. François parlait de la leçon la plus difficile qu'il ait jamais apprise. Parfois, il faut tout démolir avant de pouvoir construire quelque chose de meilleur. Le téléphone de Thomas vibra avec un message texte. Un instant, sa poitrine se serra. Vieilles habitudes des mois de manipulation de Brigitte. Mais le message venait de Carole au bureau, Dupont a rappelé. Veut toujours qu'on soumissionne pour le projet d'entrepôt. Triple l'offre originale. Thomas supprima le message sans répondre. Certaines opportunités ne valaient pas le coup. Papa, monte ici, cria Théo. Je veux te montrer quelque chose. Thomas grimpa à l'échelle et trouva Théo debout à la fenêtre principale de la cabane dans les arbres, pointant vers l'horizon. Regarde. On peut tout voir d'ici. Toute la ville. Thomas regarda le paysage qu'il avait aidé à bâtir pendant plus de 20 ans. Des maisons qu'il avait construites, des familles qu'il avait abritées, des communautés qu'il avait renforcées un projet à la fois. Qu'est-ce que tu vois, mon pote? Théo resta silencieux un instant, réfléchissant avec le sérieux qui était devenu sa marque de fabrique. Je vois la maison, dit-il finalement. La vraie maison.
Thomas comprit exactement ce que son fils voulait dire. Pas la maison où il dormait, mais la vie qu'ils avaient construite ensemble sur les décombres de la trahison. Les choix quotidiens de se soutenir mutuellement. D'être honnêtes l'un envers l'autre. De ne jamais laisser personne détruire ce qu'ils avaient créé à nouveau. Oui, dit Thomas, passant son bras autour des épaules de Théo. Moi aussi. Ce soir-là, après le départ des amis de Théo et que le garçon lui-même se soit endormi, Thomas et François étaient assis sur la véranda arrière, partageant une bière et regardant la cabane dans les arbres se découper en silhouette sur les étoiles. Des regrets, demanda François. Thomas considéra la question sérieusement. Brigitte vivait à Nantes, travaillait dans une petite agence immobilière et sortait avec un homme qui ne connaissait pas son passé. David purgeait 18 mois de prison fédérale et en sortirait pour constater sa réputation professionnelle définitivement détruite. Le mariage de Thomas était terminé. Sa famille était plus petite et sa vie était complètement différente de ce qu'elle avait été un an auparavant. Non, dit-il finalement. Aucun regret. Pas même à propos de Brigitte. Surtout pas à propos de Brigitte. Elle m'a montré qui elle était vraiment. J'aurais juste aimé l'avoir écoutée plus tôt. Et Théo ? Thomas sourit en pensant à la résilience de son fils, à sa sagesse, à son amour simple. Théo va bien. Mieux que bien. Il apprend tôt que certaines personnes te décevront, mais que ceux qui comptent te soutiendront toujours. Comme son vieux. Comme son vieux. Ils restèrent dans un silence confortable un moment, deux générations de bâtisseurs qui comprenaient que les fondations les plus solides étaient construites sur la confiance, la loyauté et la volonté de défendre ce qui importait le plus. Alors que Thomas se dirigeait à l'intérieur pour vérifier Théo une dernière fois, François l'appela. Thomas ? Oui, papa. Ta mère serait fière. Thomas regarda la cabane dans les arbres, solide et permanente contre le ciel nocturne, puis le visage buriné de son père, marqué par des décennies de travail acharné et de vie honnête. Oui, dit-il doucement. Je pense qu'elle le serait. À l'étage, Théo dormait paisiblement, ses avions miniatures soigneusement rangés sur la commode et ses jouets de construction organisés avec une précision militaire. Sur sa table de chevet, il y avait une photo encadrée des 3 hommes merciers debout à côté de leur cabane achevée. Tous souriaient comme s'ils venaient de conquérir le monde. D'une certaine manière, ils l'avaient fait. Thomas ajusta les couvertures de Théo et murmura les mêmes mots qu'il avait prononcés chaque nuit pendant 6 mois, « Dors bien, mon pote. Demain, nous construirons quelque chose de nouveau. » Dehors, la cabane dans les arbres veillait sur leur petit coin de monde. Assez solide pour résister à toute tempête qui pourrait venir, car elle avait été construite par des hommes qui comprenaient la différence entre les choses qui pouvaient être brisées et les choses qui étaient destinées à durer éternellement. Et Thomas Mercier. Et voilà, une autre histoire s'achève. Qu'en avez-vous pensé ? J'adorerais connaître vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Cela représente le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous dis à bientôt.